Et on se retrouve pour le thème de la semaine. Le thème de la semaine, c'est le couple et l'argent. Un thème qui nous intéresse tous. Alors, vaste sujet, sujet passionnant, sujet de conflit, mais sujet de réflexion. On va vous donner des conseils de spécialistes du sujet, de femmes, bien sûr, qui d'autres peut parler avec justesse des problèmes de couple, vont nous guider. Sophie Gonsard, merci d'être venue. Vous êtes notaire et spécialiste de la question, entre autres. Pascal Bossan, on vous connaît, on vous présente quand même. Vous êtes conseillère en gestion de patrimoine de Bossan Conseil. Est-ce que vous, Pascal Bossan, est-ce que vous avez noté une différence de rapport à l'argent entre les hommes et les femmes ? Oui, il y a quand même une différence assez sensible. Globalement, on constate que les femmes sont un peu plus prudentes que les hommes. Vous savez, maintenant, on doit compléter les questionnaires de risque avant de faire ça, c'est dans votre métier de conseiller en gestion de patrimoine. Absolument. Et quand même, globalement, on peut remarquer une différence de ce côté-là. Ils gèrent différemment, c'est simplement le risque est différent, oui, c'est le mode de gestion oui, c'est le risque souhaité qui est différent. Donc la capacité à accuser, par exemple, une baisse des placements financiers est nettement plus faible chez la femme que l'homme. Est-ce qu'elle vous dit « je ne veux pas prendre de risque » ou elle je veux dit prendre un risque mesuré. Mesuré, alors qu'un homme va vous dire « bon, on peut y aller ». C'est statistique, oui. Et une fois que, par exemple, il y a 5% de perte sur un portefeuille, ce qui peut arriver, d'un côté ça panique, de l'autre côté, nous les mecs, on tient bon. C'est un peu ça, oui. Ah ouais, d'accord. Oui, c'est un peu ça. On peut je suis assez content d'entendre ça. On a aussi une autre différence, c'est que les femmes sont un peu plus sensibles à l'aspect de prévoyance, de sécurité pour les lendemains. Pour le futur. Alors, ce que nous disait Laure, c'est que les mariages commencent souvent bien, mais se terminent comme ça. C'est très très violent quand même. C'est souvent ça, hein, les fins de relations. Alors, Sophie, doit-on, dès qu'on se met en couple, s'organiser pour préparer sa séparation? Ce qui est sympa quand même comme pensée. Très sympa, et effectivement extrêmement réaliste. C'est le principe du contrat de mariage. En réalité, celui que tout le monde a un régime matrimonial, mais tout le monde ne le sait pas, donc tout le monde n'a pas réfléchi au rapport d'argent, et on les découvre souvent à l'occasion du divorce. Et effectivement, comme vous le rappeliez, l'essentiel des couples sont mariés sans contrat, donc en communauté du Tozake, ce qui veut dire que tout ce qui a été investi dans le couple de manière indifférente par rapport au financement, que ce soit l'argent de monsieur, l'argent de madame, peu importe, tout ça appartient aux deux membres du couple et doit être partagé par parts égales au moment de la séparation. Beaucoup de nos clients tombent des nues. Quand vous dites les gens sont surpris, ils ne savent pas ça. Ils ne le savent pas. Ils n'y pensent pas. Certains le savent, c'est évident. Mais en moyenne, c'est un choc, surtout quand il y a un investissement fort d'un des deux membres du couple. C'est le cas de l'entreprise. Quand c'est sa boîte, qu'on a travaillé dedans, qu'on l'a développée, qu'on est rentré tous les soirs tard, que le conjoint avait une autre activité, l'idée que 50% de la valeur de l'entreprise appartienne au conjoint et qu'il convienne de l'indemniser au moment de la séparation... Ça énerve. Au minimum. Alors justement, comment on organise, puisqu'on va rentrer dans le conseil pratique, Pascal, comment on organise son patrimoine à deux pour éviter les mauvaises surprises et les problèmes ? Alors il y a quelques petits conseils qu'on peut suivre, j'en ai trois en tête. Le premier, vous en parliez tout à l'heure, c'est quand même l'idée, c'est quand même avoir un compte séparé chacun pour éviter d'avoir des comptes à rendre tous les jours sur la moindre dépense. Donc essayez de garder un petit compte séparé, ça évite les disputes, ça fera baisser vos statistiques. Ça c'est le premier conseil. Ensuite, au niveau des comptes, je pense que on peut essayer de prendre en compte ce dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire le profil de risque qui peut être un peu différent. Et donc pourquoi pas organiser des investissements un peu plus prudents pour celui qui le souhaite et un peu plus dynamique pour celui qui l'accepte. Ça c'est le sujet. Et le troisième point, c'est d'essayer au maximum de prendre des décisions à deux et d'aller en rendez-vous lorsqu'on va chez son notaire, chez son conseiller, chez son banquier, chez son conseiller indépendant. C'est pas le cas aujourd'hui quand vous avez un couple, c'est souvent... Aujourd'hui, c'est dans 9 cas sur 10, c'est une seule personne qu'on voit, et dans 8 cas sur 10, c'est un homme d'ailleurs qu'on voit. Donc on a souvent le conjoint, un des deux conjoints qui est en retrait sur la question, et donc ça peut créer une frustration et voilà, des disputes, etc. Est-ce qu'il y a un placement spécial couple? À part l'immobilier, on va en parler tout de suite avec Sophie, mais est-ce qu'il y a l'assurance vie, par exemple, c'est le placement pour les couples, le livret, c'est le placement pour les couples? Pas spécialement. Non, il n'y a pas une approche patrimoniale avec un placement spécifique qui est le meilleur pour les couples. Non. À chaque couple, un cas de figure particulier. Oui. Est-ce que dans l'immobilier, il y a des conseils à donner quand on fait des acquisitions à deux?
Oui, c'est d'ailleurs le grand moment de réflexion. Et là, on voit en général monsieur et madame. D'accord. Chez le notaire, c'est très rare qu'on voit un seul des membres du couple, parce que tout le monde veut comprendre, parce qu'il y a des questions de financement, parce qu'il y a des questions de remploi de capitaux qu'on a pu Donc là, posséder avant le mariage. Généralement. En général, on voit le couple, et c'est là qu'on découvre que quand on nous parle de mon époux ou ma femme, en réalité, les gens qu'on a devant nous ne sont pas mariés. Donc c'est important de savoir de quel couple on parle. Un couple marié, on ne va pas avoir la même approche pour le financement, on n'a pas la même approche pour la propriété qu'un couple pacsé ou qu'un couple qui vit en concubinage. Un couple marié est protégé quand il acquiert un bien immobilier de par la loi. Le conjoint survivant, s'il arrive quelque chose, a des droits. Ce n'est pas le cas pour des partenaires pacsés et encore moins pour des concubins. Tout ça, c'est une interrogation assez large qu'on va faire. Est-ce qu'à l'occasion justement des achats immobiliers, vous avez des gens qui prennent conscience de la situation bancaire et qui disent bon, il faut qu'on remette tout à plat? C'est très fréquemment le cas, c'est-à-dire que les couples non mariés, on les amène à réfléchir soit à un mariage, soit à un pax. On les oblige systématiquement. C'est vous qui avez poussé pour le mariage pour tous. Des marieurs fous. Mais en réalité, oui, parce qu'on prend conscience, on s'engage au travers d'une acquisition immobilière. Les questions de qu'est-ce qui se passe en cas de séparation, qu'est-ce qui se passe en cas de décès sont des questions essentielles. Elle est super angoissée, Laure. Elle regarde ça, elle se dit, il faut que j'aille chez le notaire. Donc, acquérir sans prendre conseil, c'est vraiment dommage. Ensuite, les financements ne sont pas toujours équivalents. Ils le sont parfois parce que, effectivement, au sein du couple, on part de zéro tous les deux et on a des revenus sensiblement équivalents. Mais il y a souvent un coup de pouce qui était donné par la famille de l'un, un peu plus d'épargne de l'autre. C'est de systématiquement consulter et travailler sa situation en fonction des données qui sont les vôtres. Quand vous êtes en régime de communauté, si vous financez avec vos revenus, le bien sera à vous deux. Si vous êtes en régime de séparation de biens, est-ce qu'on veut purement et simplement que le bien soit la propriété au prorata de ce qu'on finance? C'est ce qu'on conseille. Ou est-ce qu'on veut une autre répartition indépendamment du financement? Est-ce que du coup ça veut dire qu'on va changer de régime matrimonial, créer une société civile? Est-ce qu'on veut que le conjoint soit protégé? Est-ce qu'on veut tout simplement qu'il hérite de la quote-part qu'on a acquis s'il arrive quelque chose ou que ça revienne aux parents? Voilà. Donc il y a beaucoup de questions à se poser. Énormément de questions. C'est un moment de conseil important. Un peu votre job. Vous avez été dans des réunions de signature où au moment de la signature, justement, le couple a explosé parce que c'est mon argent, c'est ton argent? Non, pas du tout. Ça arrive souvent. En général, c'est fait en amont. Quand on arrive à la signature, vous savez, dans les ventes immobilières, il y a deux temps. Il y a l'avant-contrat, celui où les choses sont posées. Ensuite, il y a un grand temps de réflexion pendant lequel le dossier est construit et la vente. Quand on arrive à la vente, en général, tout est déminé. Alors quand on est... Non, ça marche pas. Une femme libérée, une femme seule, comment on s'organise? Est-ce qu'il y a un homme seul, non, juste la femme. Non, parce que très souvent, quand même, vous le disiez vous-même, les premières personnes à organiser leur patrimoine, c'est les hommes. On voit souvent des cas de figure, je suppose que vous en voyez, des femmes qui, après séparation, sont un tout petit peu débordées. Alors, comment ça se passe pratiquement? Oui, c'est vrai qu'idéalement, il faudrait essayer de s'en occuper avant, lorsqu'on est en couple. C'est ce que je disais tout à l'heure, essayer de rencontrer les conseillers à deux, essayer de s'intéresser un peu plus au patrimoine. Mais en pratique, ça se fait pas. En pratique, aujourd'hui, ça ne se fait pas assez. Donc, il faut essayer de pousser. Donc, le message que je peux faire passer aujourd'hui, c'est mesdames, essayez de vous intéresser un peu plus à la gestion de votre patrimoine. Alors, on va me dire que je suis sexiste, mais vous êtes sexiste aussi. Vous dites mesdames, c'est-à-dire. Oui, parce qu'aujourd'hui... Alors, écoutez, c'est pas moi qui l'ai dit. Aujourd'hui, on a plutôt des hommes qui s'intéressent plus aux finances que les femmes. C'est statistique. Mais c'est parce qu'ils ont moins d'argent. C'est surtout générationnel. C'est-à-dire que ça correspond à une sociologie, effectivement, de monsieur a travaillé, madame était à la maison et s'est occupée des enfants. D'ailleurs, sociologiquement, c'est des familles qui nécessitent un type de protection particulier, eu égard à l'argent, parce qu'effectivement, quand ils n'étaient pas en régime de communauté, souvent parce que les parents ont poussé il y a 50 ans à un mariage en séparation de biens parce qu'on estimait ça approprié, les effets rétroagissent aujourd'hui sont certainement pas voulus par le couple, mais c'est très générationnel. Effectivement, en moyenne, dans la génération des gens qui sont autour de la cinquantaine, la soixantaine, les femmes ne se sont pas énormément, sauf exception, intéressées à l'argent. Mais prenons des cycles plus jeunes, pour nous c'est très différent. Et sur les couples notamment pas mariés, qui viennent nous voir, il y a un co-investissement des deux membres du couple sur les acquisitions. Vous voulez dire que maintenant, plus on rajeunit, c'est une génération où les deux parties sont aussi pauvres les unes que les autres. Avant, l'homme était riche, la femme pauvre, maintenant tout le monde est pauvre. C'est à peu près ça? C'est pas tout à fait faux. On se retrouve dans quelques secondes pour répondre à vos questions. Ne partez pas, c'est dans quelques secondes. J'ai besoin de vendre des actions d'un portefeuille. J'ai vu que la fiscalité allait changer une fois de plus. Ai-je intérêt à attendre le 1er janvier prochain? C'est pour vous, Pascal Bossan.
Alors a priori, c'est une des bonnes nouvelles du projet de loi de finances, puisque on aurait, je parle encore au conditionnel puisque c'est pas définitivement voté, mais on aurait des abattements relativement importants si on détient les actions depuis un certain nombre d'années. Donc si on les détient depuis 2 ans, on aurait 50% d'abattement sur l'impôt sur le revenu, et si on les détient depuis plus de 8 ans, 65% d'abattement. Donc il faut foncer. Et a priori, ce serait une mesure rétroactive au 1er janvier 2013. Ah d'accord. Voilà. Donc a priori, on y va. Voilà, pas besoin d'attendre. J'ai 50, moi j'en ai 53, allez, je vais prendre pour moi. J'ai 53 ans, je commence à me préoccuper de ma retraite, voilà, c'est mon cas. Comment savoir à quel âge je pourrais partir avec tous mes trimestres? Quand est-ce que je vais pouvoir partir avec tous mes trimestres, Pascal Bossan? Alors, a priori, dans 10 ans, enfin pour cette personne, dans 10 ans. Faut que je bosse encore 10 ans. Puisque on doit avoir travaillé 42 ans, donc il reste encore 10 ans à travailler. Ce qu'on fait beaucoup pour nos clients et le conseil qu'on donne, c'est de demander un état à la CNAV, donc à la Caisse nationale d'assurance vieillesse. C'est très simple à avoir. Moi, oui, je l'ai demandé, c'est absolument. tout de suite. Oui, en fait, il n'est envoyé automatiquement qu'à partir de 55 ans. Donc, si on a moins de 55 ans et qu'on se pose la question, c'est intéressant de le demander. Ça permet de voir s'il manque des années. Il manque souvent des années. Bah oui, moi, il me manquait des années. Il m'avait oublié des années. Mon service militaire, par exemple, il n'avait pas mis. Voilà, tout à fait. Donc, c'est bien de le faire. Je raconte mon expérience personnelle parce que c'est important aussi. C'est important aussi qu'on échange, qu'on partage. Qu'on se connaisse mieux. Qu'on se connaisse tous mieux, qu'on forme une grande équipe. Les taux sont en train de remonter. Est-il encore temps d'emprunter? Laure, vous dites rien. Pas sur ce thème-là. Pourquoi? Je sais pas. Oui, parce qu'ils sont en train de remonter, mais pour l'instant, le mouvement est lent. On a vu passer des dossiers pour nos clients encore à moins de 3% pour des durées d'emprunt de 15 ans. Donc sur de l'immobilier? Sur de l'immobilier, absolument. Donc moins de 3%, vous avez vu passer sur là. 15 ans. Donc c'est redescendu encore un peu après le coup de chaud qu'on a eu un peu pendant l'été. Oui. Donc là, donc qu'est-ce que vous dites à vos clients? Vous leur dites foncez, il faut emprunter? S'ils ont une capacité d'épargne et une capacité d'endettement... oui, mais si derrière on nous dit que l'immobilier de rapport rapporte rien, pourquoi on achète? Pour bénéficier de l'effet de levier, pour se constituer un patrimoine. D'accord, donc ça vous le conseillez, vous disiez l'immobilier de rapport, sauf si on emprunte, c'est ça ce que vous disiez tout à l'heure? Je trouve qu'effectivement, ne pas emprunter pour acquérir de l'immobilier de rapport, c'est dommage. C'est là où on a un double effet de levier, celui effectivement de l'intérêt, des intérêts qui sont bas. Un double rapport en fait. Et puis surtout, on a une assurance décès. Et ça veut dire que s'il arrive quelque chose dans le cadre du couple, désolé d'y revenir, mais ça veut dire qu'on se retrouve avec un bien payé par l'assurance. C'est très clair. Merci beaucoup Sophie Gonsard. Je rappelle que vous êtes notaire. Pascal Bossan, vous êtes conseillère en gestion de patrimoine chez Bossan Conseil. Laure Closier, vous êtes le soleil de l'émission. Nous, on se retrouve la semaine prochaine. Merci et bon week-end.